Ok, on va commencer. Donc, bienvenue dans ce Coffee Call. Merci à tous de nous rejoindre. Donc, le thème du jour, ce sera les tendances de la virtualisation en 2025, comme vous le savez. Slide suivant. Voilà, donc d'abord un petit mot d'introduction. La plupart d'entre vous me connaissent certainement. Je m'appelle Jean-Baptiste Rico, je suis Solutions Architect en infrastructure informatique pour les entreprises chez Computerland depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc, j'aide nos clients à s'orienter, à choisir les bonnes solutions d'infrastructure informatique, à en évaluer les coûts et les efforts nécessaires pour la mise en œuvre de ces solutions. Donc, un petit mot technique. Donc, vous avez vu, tous les micros sont coupés, les caméras aussi. Cette présentation est enregistrée. Vous avez la possibilité, bien sûr, de poser des questions dans le chat. À la fin de la présentation, il y aura probablement un petit quart d'heure, voire un peu plus, si nécessaire, qui sera réservé aux questions-réponses. Donc, ça veut dire que je reprendrai la liste des questions qui auront été posées dans le chat et, si nécessaire, on reviendra en arrière dans la proposition. Et vous pourrez, au moment des questions-réponses, bien entendu, activer le micro euh, pour poser vos questions de vive voix si vous préférez. Très bien. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va faire un rapide rappel des concepts. Je dis rapide parce que je pense que la virtualisation, c'est quelque chose qui est déjà familier pour la plupart d'entre vous. Donc, il faut dire que ce n'est pas exactement quelque chose de nouveau. Mais néanmoins, être sûr, voilà, qu'on parle tous de la même chose. On va donc je vais présenter les acteurs de la virtualisation en 2025. Alors, je vous rassure, pas tous, hein, parce qu'il y en a des centaines, littéralement. Donc, je vais présenter rapidement les principaux acteurs et en tout cas les différentes familles qui existent dans le paysage de la virtualisation. On va aborder les changements chez VMware. Donc VMware, c'est le leader du marché. La plupart d'entre vous utilisent certainement les solutions VMware. Il y a eu énormément de changements depuis le rachat par Broadcom. Vous ne pouvez pas l'ignorer, évidemment. Et ces changements continuent. Donc il y a encore des nouveautés. J'ai encore appris des nouvelles choses en préparant ce Coffee Call. Donc il y a des tas de nouveautés qu'on va devoir aborder. J'ai envie aussi de vous parler d'Hyper-V, qui est un produit qui est, je veux dire, c'est le numéro 2 hein, dans le marché de l'hyperviseur. Néanmoins, il est encore trop peu connu. Et il mérite, je pense, qu'on le connaisse mieux. Euh, on va parler du challenger le plus connu, hein, celui dont tout le monde parle en ce moment, qui est Proxmox. On va un peu comparer les trois principaux acteurs que je viens de citer. Et on va faire une petite conclusion et puis on passera aux questions-réponses. Donc, un petit rappel des contextes. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que donc cette présentation de la virtualisation, c'est réellement quelque chose de stratégique en ce moment. Il y a un changement vraiment majeur qui est en train d'être opéré dans le paysage de la virtualisation. C'est une technologie que toutes les entreprises utilisent et le leader du marché historique a réellement renversé la table, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, en changeant totalement de politique. Et comme c'est le leader, forcément, toutes les autres solutions concurrentes qui étaient un peu mises en veille ont émergé à un rythme vraiment très très important. Donc le paysage de la virtualisation, il change en ce moment et il change très vite. Et je pense que tout le monde va devoir s'adapter. Donc c'est très important aujourd'hui qu'on aborde ce sujet, je pense. Donc un petit rappel des concepts, je vais aller assez vite sur cette partie-là. Donc la virtualisation, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est simplement rajouter une couche d'abstraction entre le matériel, donc le serveur, l'hôte, et les systèmes hébergés, donc les systèmes clients, qu'on a appelé les machines virtuelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on virtualise? Au départ, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de mutualiser les ressources. Donc, on achète un serveur qui coûte assez cher en termes de matériel. Et le but, c'est de partager ce matériel et de ne plus avoir qu'un seul operating system, mais d'en avoir plusieurs pour simplement faire des économies d'échelle.
Le deuxième objectif, tout aussi important, c'est de rendre la partie operating system indépendante du matériel. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pour deux raisons. Le premier, c'est de pouvoir remplacer le matériel sans devoir à chaque fois réinstaller l'operating system. Deuxième objectif de cette indépendance, c'est de pouvoir faire de la haute disponibilité, c'est-à-dire pouvoir déplacer une machine virtuelle d'un outil physique à un autre et de pouvoir le faire même de manière automatique pour avoir un système de haute disponibilité, à condition d'avoir au minimum 2 serveurs et un stockage partagé, bien entendu. Euh, on distingue, je vais dire, deux grands types d'hyperviseurs. Donc, ce qu'on appelle l'hyperviseur de type 1, c'est l'hyperviseur qu'on installe directement sur le matériel. Donc, l'OS en lui-même, c'est un OS monotâche qui ne sert qu'à la virtualisation. Le meilleur exemple, c'est ESX, VMware ESX, bien entendu, c'est un hyperviseur de type 1. Et dans le monde open source, c'est Xen, typiquement, qui est l'hyperviseur de type 1. Un hyperviseur de type 2, là, on a un operating system entre guillemets généraliste qui est installé sur le matériel. Et puis au-dessus de cet operating system généraliste, on a un logiciel de virtualisation qui va apporter cette couche d'hyperviseur. Le meilleur exemple de ça, si vous connaissez, c'est VMware Workstation. VMware Workstation, c'est un logiciel qui s'installe sur Windows ou sur macOS. Donc c'est typiquement du type 2. Et on peut avoir d'autres exemples dans le monde Linux avec Red Hat KVM, ce genre de choses, SUSE également. Alors, on va dire que certains hyperviseurs sont un peu entre les deux. Généralement, KVM, qui est la solution Linux open source, on la place plutôt en type 2, puisqu'elle s'installe sur un noyau, sur un système Linux type Debian. Hyper-V se vante d'être un hyperviseur de type 1 parce que c'est c'est une couche qui est directement intégrée dans l'OS Windows Server. Mais encore une fois, voilà, la définition est peut-être un petit peu sujette à interprétation. Mais bon, Hyper-V plutôt type 1 et KVM plutôt type 2. Hop. Alors, il y a une autre technologie dont on parle de plus en plus, c'est tout ce qui est les conteneurs. Donc, les conteneurs, qu'est-ce que c'est? C'est un operating system qui est partagé et qui crée des sortes de mini-VM. Alors, donc c'est bien un operating system type Linux, ça fonctionne aussi dans le monde Microsoft. C'est un OS qui est partagé. Donc ce n'est pas, contrairement aux virtual machines, un OS différent dans chaque VM. C'est bien un OS partagé. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide à provisionner, et on peut utiliser ce qu'on appelle des bibliothèques d'applications pour déployer des conteneurs très très facilement. Donc, ça a des avantages, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours un OS commun. Donc, ça veut dire que si on a un OS de base qui a Linux, tous les conteneurs sont des Linux et dans la même version. Et ils partagent certaines ressources entre eux. Alors, l'exemple le plus connu dans le monde du conteneur, c'est bien entendu Docker, que tout le monde connaît. Et dans le monde open source, c'est LXC qui est le plus répandu. On ne va pas aborder aujourd'hui la question des conteneurs, ça fera peut-être le sujet d'une autre présentation, mais aujourd'hui, on va parler exclusivement de machines virtuelles au sens traditionnel. Un petit mot sur les différentes offres qui existent sur le marché, enfin les différents types de virtualisation. Donc, il y a l'infrastructure, on va dire, traditionnelle, celle qui existe depuis le plus longtemps, où on séparait bien la partie serveur physique de la partie réseau IP, la partie réseau de stockage, donc le SAN, et la partie storage. Donc, tout à gauche, vous aviez les quatre éléments qui étaient bien distincts. Et cette solution existe bien entendu toujours aujourd'hui. Il y a la partie qu'on appelait convergé, c'est-à-dire où on a la partie réseau de stockage et réseau IP qui est commune. Donc, typiquement, quand on a un stockage iSCSI ou NFS et qu'on utilise les mêmes switches que pour le réseau data, l'infrastructure qu'on va appeler convergée. Et puis, plus récemment, donc, il y a
les infrastructures hyper convergées. Donc, hyper convergées, c'est quand on a le stockage et la partie compute, donc la partie serveur, qui sont dans la même boîte. Voilà. Puis, on va rajouter sur ce petit schéma la partie cloud, qui est une autre façon d'envisager la virtualisation, c'est-à-dire de la confier à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la présentation, elle va se concentrer sur la virtualisation que j'appellerais traditionnelle, c'est-à-dire où on a du stockage et du compute qui sont séparés. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on va se concentrer sur cette partie-là. OK, alors, quels sont les acteurs en 2025? Comme je vous l'ai dit en introduction, le paysage change très vite et très fortement ces derniers mois, grâce ou à cause de VMware. Aujourd'hui, on va principalement parler de 3 hyperviseurs, les trois leaders sur le marché traditionnel, hein, donc non hyperconvergés. VMware, bien entendu, le leader présent depuis 2002, hein, c'est le plus ancien, leader incontesté du secteur. On parle d'environ 40% de part de marché sur la virtualisation. C'est une solution, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire, qui est éprouvée, qui est stable et qui est fiable, avec évidemment un très large écosystème de partenaires, puisque c'est le leader du marché. Donc tout ce qui est solution de backup, solution de monitoring, solution, outils de gestion, etc., tout s'intègre avec VMware, bien entendu. Tous les éditeurs tiers ont développé des intégrations avec VMware. Donc l'écosystème qu'il y a autour de ces hyperviseurs est de loin le plus étendu. Et puis alors, bien évidemment, on ne peut pas passer sur l'info majeure, c'est que VMware a été racheté par Broadcom en 2023 et que Broadcom a opéré un changement de cap très très brutal, mais ça on va y revenir. Hyper-V, alors Hyper-V, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, ça existe depuis la version 2008 de Windows Server, donc c'est quand même pas tout neuf. C'est un hyperviseur qui est inclus avec Windows Server, donc c'est pas quelque chose qu'on achète séparément, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'operating system. D'ailleurs, je mets que c'est inclus avec Windows Server. En réalité, c'est inclus avec Windows tout court. Si vous avez Windows 11, vous avez aussi la possibilité de faire tourner un Hyper-V sur du Windows 11 ou Windows 10. Ça implique évidemment qu'en termes de support de matériel, en résumé, tout ce qui supporte, tout le matériel qui supporte du Windows supporte aussi de l'Hyper-V, puisque les drivers sont ceux de l'OS Windows classique. Donc ça veut dire que le support forcément du matériel est très très étendu. Si ça supporte Windows, alors ça supporte Hyper-V en résumé. De la même manière que VMware, Hyper-V étant le numéro 2 dans les entreprises, le support des partenaires et l'écosystème est également assez large. Peut-être pas autant que VMware, mais généralement, la plupart des éditeurs de solutions supportent à la fois VMware et Hyper-V. Pour ceux qui sont dans le monde Microsoft, évidemment, la caractéristique d'Hyper-V, c'est qu'on va retrouver une interface très Microsoft qui sera familière à ceux qui ont l'habitude de Windows Server. Et puis le dernier dont on va parler un peu plus en détail, c'est Proxmox. Alors, c'est pas nouveau Proxmox, ça existe aussi depuis 2008, les premières versions. C'est un noyau open source, donc c'est basé sur un Linux Ubuntu, enfin aujourd'hui c'est Ubuntu, et la technologie KVM. Donc KVM, c'est l'hyperviseur de couche 2 open source le plus répandu. Il faut savoir, petit fun fact, que c'est un produit qui est développé à la base en Europe, hein. Voilà, c'est toujours pas plus mal, en Autriche exactement. Et c'est un produit open source, donc ça veut dire qu'on peut le télécharger, l'installer et l'utiliser gratuitement. Si on veut du support, c'est toujours le même principe. Si on veut du support, c'est disponible de manière payante. Alors, quels sont les points communs et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 3 hyperviseurs-là? D'abord parce qu'ils ont une compatibilité assez large avec l'ensemble des plateformes matérielles existantes. Les 3 sont supportés par Vim, donc ça c'est quand même assez important. Et
ils offrent, je veux dire, tous les trois, les fonctions de base qu'on attend d'un hyperviseur, notamment la possibilité de déplacer une machine virtuelle d'un autre à un autre, quand on a plusieurs serveurs et qu'on a du stockage partagé. Donc ces trois points-là sont assez importants parce que vous allez voir, il en existe beaucoup d'autres, des hyperviseurs, mais ceux-là, on peut les utiliser si on a un environnement déjà préexistant. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel spécifique et dédié pour ces hyperviseurs-là. Si vous avez déjà un serveur, même qui a 4-5 ans, il y a de très fortes chances qu'il soit compatible avec ces trois hyperviseurs-là sans devoir racheter ou modifier quoi que ce soit. Donc ce sont des solutions voilà, qui sont envisageables, y compris si on a déjà du matériel existant. Et si vous avez déjà, par exemple, un serveur de backup Vim que vous utilisez pour VMware, ben, vous n'avez pas besoin de racheter quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser votre solution de backup actuelle pour sauvegarder du Proxmox ou de l'Hyper-V. Donc ça ne nécessite pas de faire des investissements et de changer de manière significative une infrastructure qui serait existante. Un petit mot sur les solutions hyperconvergées. Donc, hyperconvergées, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de rassembler à la fois la couche de stockage et la couche de compute, donc le serveur et stockage, dans la même plateforme. Ce sont des solutions qui ont aussi le vent en poupe. Là, j'ai mis quelques noms les plus connus. Nutanix, hein, c'est clairement le plus connu. Il y a Huawei qui fait une percée un peu dans ce secteur-là aussi depuis pas très longtemps. Il y a la solution de VMware qui existe aussi, qui est le VMware vSAN, qui est une solution hyper convergée à la sauce VMware. Puis bon, il y a les produits Cisco, VxRail, SimpliVity. Donc SimpliVity, c'est HPE. Et il y a la solution de Microsoft qui existe également en hyper convergé. Donc c'est une sorte d'Hyper-V, mais qui inclut aussi le stockage, qu'on appelait avant le Storage Space Direct. Aujourd'hui, c'est Azure Local. Voilà. C'est un nouveau nom qui est assez récent. Donc, la solution hyper convergée de Microsoft, c'est Azure Local. Donc, les spécificités de l'infrastructure hyper convergée, c'est qu'elle dispose de son propre écosystème. Et ça nécessite du matériel spécifique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un serveur VMware existant et se dire que vous allez installer SimpliVity ou Nutanix dessus. Non. Le hardware doit avoir été acheté spécifiquement pour cette solution de virtualisation. Le hardware doit faire partie de la compatibility list spécifique pour ce matériel. Donc, même si vous restez dans du VMware, par exemple, vous voulez installer du VMware vSAN sur un serveur existant que vous auriez acheté pour du VMware traditionnel, bien sûr, vous pouvez le faire. La plupart du temps, ça va fonctionner, mais ce ne sera pas supporté. Parce que VMware a une liste de matériel supporté qui est bien spécifique pour le vSAN. Généralement, ça s'explique parce que la solution est accompagnée d'un package de drivers bien spécifique. Et quand on veut mettre à jour sa solution VMware vSAN, il faut respecter une liste de matériel bien particulière. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne va pas trop s'attarder sur les solutions hyper convergées. C'est parce que vous n'allez pas convertir votre infrastructure actuelle en solution hyper convergée. Si vous avez un projet d'hyperconvergence, c'est au moment de remplacer votre infrastructure existante, bien entendu. Éventuellement, on pourra approfondir ce sujet dans un autre coffee call. Un petit mot sur les alternatives. Donc déjà, dans le monde de la virtualisation, il y a VMware et il y a Hyper-V, et tout le reste, c'est soit du Xen, soit du KVM. Donc Xen, hyperviseur open source type 1, KVM, hyperviseur open source de type 2. Donc ici, tout ce que vous voyez, donc Oracle, Citrix Xen Server, VirtualBox, tout ça, c'est basé soit sur Xen, soit sur KVM. La plupart du temps, plutôt sur KVM, parce que c'est plus simple à implémenter. Donc, à l'exception de ça, bien entendu, de Citrix Xen Server, qui est aussi une solution voilà, assez répandue. La plupart des autres sont plutôt basés sur KVM. À noter, en bas à droite, donc, ce qui s'appelle le VM Essentials, ça, c'est un produit de chez HPE. Basé sur KVM, donc. Donc HPE a décidé de proposer sa propre implémentation de KVM pour
évidemment, qui tourne sur ces serveurs, sur les serveurs HP. Ok, Virtual Machine Manager, bon, je l'ai inclus parce que ça existe et que finalement beaucoup de gens disposent d'un NAS Synology, mais c'est la solution de virtualisation KVM qui est intégrée dans les NAS Synology. Par exemple, QNAP a aussi sa propre solution. Alors, qu'est-ce qui est commun finalement à toutes ces solutions et pourquoi est-ce que je ne vais pas vraiment approfondir? Déjà parce qu'il y en a beaucoup trop. Deuxièmement, donc ce sont des solutions qui ont un écosystème, je vais dire ça, qui est assez limité. Donc, soit pour des raisons de support matériel, donc par exemple, ben oui, VM Essential, ça ne tourne que sur des serveurs HP, et Synology Virtual Manager, ça ne tourne que sur des Synology, ça c'est assez logique. Mais quand je dis que l'écosystème est limité, je parle aussi des intégrations et du support des éditeurs tiers. Donc, par exemple, Vim, qui est le leader en termes de sauvegarde, ne supporte pas, en tout cas actuellement, ne supporte pas le XCP ou le Red Hat OpenShift, par exemple. Donc vous allez avoir un écosystème qui va être plus limité. Et bon, faut pas se mentir, vous allez devoir un peu plus bricoler, puisque la communauté forcément est un peu moins importante. Donc la maintenance est nettement moins aisée. Il va falloir un petit peu plus, voilà, il va falloir un peu plus chercher pour implémenter ce genre de solution. Alors, le gros sujet. Qu'est-ce qui a changé chez VMware? Donc en 2023, rachat par Broadcom, Broadcom décide de changer totalement la politique de VMware. Une des premières décisions qu'ils prennent, c'est de réduire le portfolio. Donc avant VMware, il y avait littéralement des centaines de produits chez VMware et des milliers de références. Ils se sont dit qu'ils allaient réduire l'offre et on s'est retrouvé avec 4 produits qui étaient le Essentials Plus, le standard, et puis les 2 produits vSphere Foundation et VMware Cloud Foundation. Deuxième chose que Broadcom a décidé, c'est d'arrêter la vente des licences perpétuelles. Donc tout le monde a été obligé de passer au mode abonnement, donc un abonnement annuel ou triannuel pour les licences VMware. Ça a fait un peu grincer des dents, mais voilà, tout le monde a dû s'y plier. Troisième chose, les licences désormais étaient par cœur et non plus par processeur. Alors, malheureusement, pour ceux qui avaient beaucoup de cœur, ça a évidemment entraîné une augmentation très significative du coût des licences. Autre changement qui a eu lieu dans le cadre de la simplification de leur portfolio, vCenter, qui était auparavant un produit séparé, s'est retrouvé inclus maintenant avec toutes les éditions. La version la plus entrée de gamme de vSphere, qui s'appelait Essentials, qui coûtait à peine quelques centaines d'euros, a disparu. Elle n'était plus commercialisée. Il ne restait que la version Essentials Plus. Essentials Plus, aujourd'hui, disparaît également. Donc, depuis quelques semaines, on ne peut plus non plus acheter de l'Essentials Plus. Essentials Plus était une solution de toute façon qui était un peu bizarre, puisqu'on était obligé d'acheter l'Essentials Plus pour 96 cœurs, ce qui faisait que dans 99% des cas, c'était moins cher d'acheter la standard que d'acheter l'Essentials Plus. Donc le fait qu'il la supprime en soi, je pense qu'elle ne va pas manquer à grand monde. Un autre changement qui a eu lieu lors du rachat par Broadcom, pour ceux qui utilisent la VTI, donc la virtualisation de station de travail, la partie Horizon View, Broadcom s'en est séparé. Donc, ils ont revendu la partie View à une autre société qui s'appelle Omnissa. Bien entendu, il reste des intégrations entre les deux solutions. Mais si vous voulez acheter des licences Horizon View, ce n'est pas chez Broadcom qu'il faut aller, c'est chez Omnissa. Alors, si vous avez, parce qu'auparavant, bien sûr, VMware commercialisait des bundles qui incluaient à la fois vSphere et Horizon View. Ces bundles existent toujours, mais ce n'est pas non plus chez Broadcom, c'est du côté Omnissa. Si vous voulez acheter le bundle vSphere plus Horizon, c'est chez Omnissa aussi. Alors,
Dans les nouveautés très récentes, puisque vous voyez à gauche, j'ai mis la liste des éditions actuelles, vous avez sans doute vu que Enterprise Plus, qui avait disparu au moment en 2023, réapparaît. Ça, c'est quelque chose qui est très récent. Donc, vous avez les fonctionnalités de base dans la version standard désormais, donc vMotion, Storage vMotion, High Availability, Full Tolerance. Donc, Full Tolerance, c'est le fait d'avoir deux VM qui tournent en même temps pour avoir un basculement instantané en cas de perte d'un hôte. Et la partie vSphere Replication que personne n'utilise. Donc, toutes les fonctions de base sont disponibles en standard. Enterprise Plus va rajouter principalement trois choses. Le DRS, donc l'équilibrage automatique de charge, le fait que les machines virtuelles vont se déplacer d'un hôte à l'autre automatiquement en fonction de la charge de l'hôte, donc ça c'est le DRS. Le support des GPU, donc GPU, ça peut servir dans deux cas, surtout dans les scénarios de VDI, bien sûr. Donc, c'est le fait de présenter des ressources GPU pour accélérer le traitement vidéo pour le VDI. Ça rend l'interface, même l'interface Windows, plus confortable pour les utilisateurs VDI. Et ça permet aussi d'utiliser des applications graphiques style SolidWorks ou AutoCAD au sein d'un environnement virtualisé. Troisième fonctionnalité Enterprise Plus qui est importante, c'est tout ce qui est le switching, donc vSphere Distributed Switches. Donc pour ceux qui utilisent l'Enterprise Plus, il y en a beaucoup qui ont cette fonctionnalité-là auquel ils tiennent. Voilà. Les autres fonctionnalités, je ne veux pas les passer tout en revue, mais c'est des fonctionnalités forcément très, très enterprise, destinées au grand déploiement. Alors, je vais juste terminer sur les éditions de VMware. Donc, les deux autres éditions, c'est vSphere Foundation, qui va rajouter essentiellement le support de vSAN. Donc, ça veut dire la possibilité d'avoir une infrastructure hyper convergée et le support des conteneurs, donc avec l'orchestrateur Kubernetes. La dernière édition, VMware Cloud Foundation, pareil, donc vous avez le vSAN, mais vous avez un peu plus de capacité par licence. Et puis vous avez tout ce qui est gestion dans le cloud. Vous avez la partie networking layer 3, avec du routage, etc. Et la possibilité de rajouter des add-ons style Tanzu ou du Private AI. Voilà, on est vraiment dans les solutions pour les très grandes entreprises. Donc, si je reprends un peu la liste des changements, vous avez bien noté que vSAN n'est pas disponible pour les gens qui ont des licences standard Enterprise Plus. Avant, c'était le cas. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Si vous avez du vSAN, vous êtes obligé de prendre soit le vSphere Foundation, soit le VMware Cloud Foundation. vSAN n'est pas disponible pour les autres. Alors, dernier changement, et là, je sens que ça a un petit peu fait grincer. Dans quelques semaines, et ça m'a été confirmé par Broadcom, on ne pourra acheter des licences VMware qu'à partir de 72 cœurs. Donc, si vous avez un serveur avec 16 cœurs, vous devrez acheter 72 licences VMware. Donc là, on parle à partir du 10 avril, hein, donc c'est assez rapide. Broadcom n'a pas énormément communiqué sur le sujet, donc je présume que beaucoup d'entre vous qui utilisaient du VMware n'étaient pas forcément au courant de ça. Mais sachez que si vous avez moins de 72 cœurs, les solutions, votre abonnement annuel de chez VMware va vous coûter plus cher. Il y a encore deux changements qui ont été annoncés, mais pour lesquels je n'ai pas encore de confirmation de date. Premièrement, c'est que la version standard va probablement disparaître. Donc, à partir aussi pareil, du 10 avril, elle ne sera plus disponible dans la région Asie-Pacifique-Japon, ce qui laisse présager que tôt ou tard, elle ne sera plus non plus disponible pour nous. Donc, la version standard, à mon avis, vit ces dernières heures. Il y a une autre info pour laquelle je n'ai pas encore eu la confirmation, c'est que désormais, Broadcom exigera un engagement minimal de 3 ans.
Ça veut dire que vous ne louez plus les licences à l'année, vous les achetez pour 3 années d'un coup, de manière obligatoire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails puisque de toute façon, je n'ai pas encore reçu de la part de Broadcom les règles exactes. Probablement qu'il y aura des exceptions, probablement qu'ils devront tenir compte du fait qu'il y ait des marchés publics, par exemple, avec pluriannuels, avec des règles bien particulières. Donc, il y aura certainement des exceptions, mais en tout cas, vous voyez un petit peu quelle est l'orientation que prend Broadcom, c'est de plus en plus clair. C'est que Broadcom n'est pas intéressé dans le marché des PME. Donc, ils veulent quitter ce marché-là qui est probablement, qu'ils ne jugent pas assez rémunérateur, je suppose. Donc, la politique maintenant de VMware, c'est d'aller de plus en plus et même exclusivement vers les grandes entreprises. Donc la disparition de l'offre standard, de ce point de vue-là, bah, elle se place dans la continuité et dans la logique de cette politique. Mais néanmoins, pour ceux d'entre vous qui ont une infrastructure assez importante et qui utilisaient de l'Enterprise Plus, bah, vous serez quand même content d'apprendre que VMware réintroduit l'offre Enterprise Plus, puisque celle-là, elle s'adresse aux grandes entreprises, mais aux grandes entreprises qui ne sont pas intéressées par l'hyperconvergence. Auparavant, donc jusqu'à il y a un mois, euh, les grandes entreprises qui utilisaient de l'Enterprise Plus étaient obligées de passer à vSphere Foundation, qui coûtait plus cher, qui incluait le vSAN, mais voilà, Broadcom s'est rendu compte que beaucoup de gens ne voulaient pas du vSAN, raison pour laquelle ils ont réintroduit l'offre Enterprise Plus. Donc voilà un petit peu pour la partie des nouvelles du côté de chez VMware. Vous l'avez compris, si vous êtes une PME avec 1 ou 2 serveurs, je pense qu'il va falloir soit passer à la caisse, soit envisager des alternatives. C'est un peu voilà, le but évidemment de ce Coffee Call. Alors je voulais prendre quelques minutes pour parler d'Hyper-V, qui est trop méconnu. Je pense que Microsoft ne fait pas beaucoup de bruit autour d'Hyper-V. On en parle assez peu. Néanmoins, Hyper-V, c'est une technologie qui est stratégique chez Microsoft. Alors, ils ne poussent pas beaucoup pour le vendre. Et pour cause, ils ne le vendent pas puisque c'est inclus avec Windows Server. Donc, il n'y a pas beaucoup de marketing autour d'Hyper-V, mais ça reste une technologie qui est stratégique. Pourquoi? Parce que c'est aussi la technologie qui sous-tend toutes les offres Azure. Derrière Azure, technologiquement, c'est quand même de l'Hyper-V. Donc, ce produit Hyper-V, le développement est en réalité très actif, même si on n'en entend pas beaucoup parler. Microsoft investit énormément dans le développement du produit Hyper-V. Donc, c'est pas du tout un produit qui est en fin de vie, comme on a pu le penser. Il y a quelques années, Microsoft vendait vraiment Hyper-V en tant que produit indépendant, donc sans Windows Server. Ils ont arrêté cette commercialisation-là. Beaucoup de gens se sont dit que c'était la fin d'Hyper-V, mais en réalité, pas du tout. Hyper-V, ça reste un produit tout à fait stratégique chez Microsoft. Alors, il y a eu, avec la nouvelle version 2025, des nouveautés qui sont sorties, des nouveautés dont certaines sont très importantes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense que c'est utile qu'on reprenne un petit moment maintenant pour en reparler, justement. Alors, il y a 3 choses, je pense très significatives. La première, c'est la possibilité d'utiliser du GPU, donc d'utiliser un GPU partagé dans Hyper-V. Donc auparavant, il n'y avait que VMware qui pouvait faire ça. Donc je parle bien ici de GPU partagé. On peut, ne serait-ce qu'à VM ou à Xen, on peut avoir un GPU qui soit dédié à une seule machine virtuelle. Ça, c'est tout à fait possible avec quasiment tous les hyperviseurs. Mais ici, on parle d'avoir un GPU qu'on partage avec plusieurs machines virtuelles, ce qui est ce qu'on veut faire dans un scénario VDI. On a 20 VM VDI et on a peut-être 2 ou 3 ou 4 GPU maximum dans le serveur physique et on veut pouvoir les partager. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau avec Hyper-V 2025, c'est la possibilité de partager du GPU, ce qui ouvre la voie justement au scénario VDI que j'évoquais tout à l'heure, ou éventuellement, mais ça c'est un peu plus spécial pour comment dire, des applications plutôt AI, orientées AI, qui utilisent du GPU euh, pour l'intelligence artificielle, mais ça c'est un peu plus spécifique. Donc il faut savoir que le partitionnement GPU, aujourd'hui, ça ne fonctionne qu'avec NVIDIA.
avec les GPU NVIDIA, qui est certainement l'acteur le plus dominant sur le marché du GPU pour les serveurs. Il faut savoir que du côté d'Hyper-V, il n'y a pas de licence particulière pour ça. En revanche, NVIDIA, eux, ils vendent des licences pour que leur plateforme fonctionne en VDI. Donc attention, si vous voulez mettre du GPU NVIDIA donc dans de l'Hyper-V pour un scénario VDI, il y aura aussi un coût de licence à payer chez NVIDIA. Et parenthèse, c'est exactement la même chose chez VMware. NVIDIA facture aussi des licences, sauf que VMware, eux, supportent aussi d'autres technologies, en particulier les GPU Intel, pour lesquels, par contre, il n'y a pas de licence séparée. Donc voilà. Donc, je parle bien aujourd'hui uniquement d'NVIDIA. Il y a fort à parier que Microsoft supportera aussi d'autres vendors dans un avenir proche. Donc, GPU partitioning, grande nouveauté. Deuxième grande nouveauté, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très important, c'est la possibilité de faire un cluster workgroup. Auparavant, vous ne le saviez peut-être pas, mais quand vous vouliez constituer un cluster Hyper-V avec plusieurs serveurs et que vous vouliez de la haute disponibilité, donc vous aviez donc besoin d'un stockage partagé pour faire la haute disponibilité, et ce mécanisme-là, il reposait sur le clustering Windows. Ce clustering Windows avait besoin d'un Active Directory. Alors, ça veut dire que les serveurs hôtes devaient être membres d'un AD, ce qui est tout à fait contre-intuitif si vous venez du monde ESX, où on dit toujours que voilà, les serveurs VMware doivent être le plus possible séparés de votre infrastructure. Donc, la recommandation de Microsoft, c'était de créer un Active Directory distinct juste pour les hôtes Hyper-V, ce qui n'était pas du tout pratique, surtout dans un environnement PME. Donc aujourd'hui, tout ça, ça ne s'applique plus. Vous pouvez créer un cluster Hyper-V sans Active Directory. Et ça, c'est très important. Les troisièmes nouveautés, ça concerne essentiellement le stockage avec un support amélioré du NVMe, qui jusqu'à présent était, comment dire, les performances NVMe sous Windows Hyper-V étaient pas au top. Donc ils ont fait un gros effort sur cette partie-là, donc sur le support NVMe. Également le NVMe over Fabric, donc si vous avez un SAN NVMe. Amélioration de performance, storage réplica, bon, ça c'est lié aussi à tout ce qui est amélioration autour de NVMe. Le support de REFS, donc s'améliore également de plus en plus. Donc REFS, c'est une alternative au système de fichiers NTFS classique. REFS offre des avantages supplémentaires, notamment le fait que le stockage peut être dédupliqué de manière native. Donc, si vous avez des disques durs locaux sur votre serveur Hyper-V et que vous utilisez REFS, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles. La compression, la déduplication et le chiffrement en temps réel. Donc ça, c'est pour les améliorations autour de REFS. Et vous avez désormais aussi la possibilité de faire du titre provisioning, qui est assez pratique. Encore, enfin, je ne vais pas passer sur toutes les améliorations autour d'Hyper-V. Notez simplement, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est la compatibilité dynamique des processeurs. C'est quand on a plusieurs serveurs de génération différentes, il va automatiquement prendre le minimum, comment dire, le plus grand commun dénominateur des fonctionnalités CPU pour que vous puissiez déplacer les machines virtuelles d'un hôte à un autre. Cluster Aware Updating, c'est simplement le fait qu'il va pouvoir faire un rolling update de vos différents serveurs en passant les uns après les autres et en faisant du live migration pour éviter d'avoir des interruptions de service. Et ils ont aussi complètement changé la manière de déployer les virtual switch avec une méthode beaucoup plus simple, avec simplement 3 scénarios en fonction de l'usage. Je vais encore un petit mot donc, sur Hyper-V. Ça concerne la gestion. Parce que là, c'est pas vraiment une nouveauté, mais je tenais à vous le rappeler parce que c'est quelque chose qui est quand même assez mal connu. Traditionnellement, Hyper-V, on gérait ça avec le Hyper-V Manager, qui est une console MMC. L'avantage de la console MMC, c'est que c'est très familier pour tous les utilisateurs du monde Microsoft. Toutes les consoles MMC se ressemblent et vous n'allez pas être dépaysé. L'inconvénient, c'est que c'est assez moche et assez statique.
Et les fonctionnalités sont quand même... pas toutes les fonctionnalités sont là, mais c'est vrai que quand on vient du monde VMware, on va dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui manquent. L'alternative alors à Hyper-V Manager, qui est la solution gratuite, c'était le System Center Virtual Machine Manager. Donc System Center, c'est une suite d'outils. Il y a beaucoup de choses. Ça s'adresse aux grandes entreprises. C'est un système, c'est un logiciel qui est payant. Donc vous deviez acheter des licences System Center si vous vouliez avoir la partie Virtual Machine Manager. Euh, Maintenant, ce que encore peu de gens savent, c'est qu'on peut également gérer un cluster Hyper-V dans la nouvelle console Windows Admin Center. Et c'est ça que j'ai mis une petite capture d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas une nouveauté de 2025, mais néanmoins, c'est quelque chose que trop peu de monde connaît. On peut gérer quasiment toutes les fonctions d'un cluster Hyper-V dans cette console-là, qui est beaucoup plus sympa à utiliser, beaucoup plus moderne. Vous avez des choses que vous ne retrouvez pas dans la console MMC, notamment les petits graphiques d'utilisation des ressources. Vous allez retrouver aussi la partie clustering, alors que dans les MMC, ce sont deux consoles séparées pour le clustering et pour l'Hyper-V. Donc ça rend l'utilisation, ça rend la gestion de votre cluster Hyper-V beaucoup plus simple et, à mon sens, beaucoup plus conviviale. Voilà, juste un dernier mot. SCVMM, vous avez bien entendu un connecteur Azure qui existe. Donc, si vous voulez avoir une infrastructure convergée entre Azure et du local, vous pouvez utiliser SCVMM avec un connecteur Azure. Oui, évidemment, un dernier mot. Vous pouvez aussi avoir la version Azure locale dont je parlais tout à l'heure, qui est un produit encore différent chez VMware, chez Microsoft. Ça repose aussi sur de l'Hyper-V, mais c'est géré totalement différemment. Les licences sont très différentes, c'est de l'hyperconvergé, et vous payez, entre guillemets, vos VM à l'utilisation. Le but de l'Azure local, comme son nom l'indique, c'est que vous ayez des machines virtuelles qui tournent localement, mais qui sont gérées comme si elles étaient dans Azure. Mais ça, c'est un produit qui est totalement différent. On ne va pas approfondir le sujet ici, on en reparlera éventuellement s'il y a un intérêt. Je vois que l'heure avance. Proxmox, encore 5 minutes sur Proxmox. En résumé, logiciel open source, je l'ai dit, téléchargeable gratuitement. Vous pouvez aller sur proxmox.com, le télécharger et l'utiliser, il n'y a pas de souci. Basé sur KVM, enfin sur un noyau Ubuntu avec du KVM, et ça intègre également le LXC. LXC, vous vous souvenez, j'en ai parlé, c'est tout ce qui est technologie conteneur open source. C'est compatible, enfin, ça intègre même CEPH qui est le stockage distribué. Donc ça veut dire la possibilité de faire de l'hyperconvergence. Vous avez votre stockage qui est intégré dans vos serveurs et vous créez un SAN virtuel. Ça, c'est le principe de CEPH. C'est la même chose que vSAN chez VMware, c'est l'équivalent. Ça supporte bien entendu les stockages partagés. Donc vous pouvez avoir un SAN iSCSI, NFS, voire même un NAS CIFS. Ça supporte le HA, bien entendu. Ça supporte Live Migration. Donc, Live Migration, la possibilité de déplacer une VM sans l'éteindre d'un autre par un autre, à condition d'avoir du stockage partagé, bien entendu. Et par stockage partagé, j'inclus aussi, bien sûr, le SAN virtuel. Ça intègre certaines fonctionnalités Software Defined Network. Donc là, c'est clair que Proxmox va plus loin qu'Hyper-V et intègre des fonctions au niveau networking qui sont réservées aux versions Enterprise Plus chez VMware, par exemple. Même si c'est, voilà, bien sûr, c'est géré de manière totalement différente, mais comment dire, il y a des fonctionnalités de Software Defined Network. Et une console de gestion web, HTML5, c'est ça que j'ai mis la petite capture d'écran que vous voyez en dessous, console web de gestion et qui est distribuée. Ça veut dire que c'est pas comme VMware où vous avez un vCenter. Là, vous avez comment dire, un vCenter, mais sur chaque hôte et une console unique. Donc la console de gestion, elle tourne à la fois sur tous les hôtes de votre cluster. Ce qui est sympa en termes de disponibilité, si vous avez un hôte qui tombe en panne, votre console de gestion, elle, reste toujours disponible. Je vais quand même vous dire un petit mot sur les points d'attention de Proxmox.
D'abord, comme je le disais, c'est une solution open source, c'est gratuit, mais ce n'est pas recommandé d'utiliser le Proxmox gratuit dans un environnement de production. Donc ça, c'est ce que Proxmox nous dit, hein. Donc il est fortement recommandé d'acheter l'abonnement. L'abonnement, il existe en plusieurs versions, bien entendu. J'ai mis les prix ici, qui sont les prix publics que vous trouvez sur le site de Proxmox, de 115 à 1000 euros par an par socket. Donc, chez eux, c'est par socket, pas par cœur. Et ça inclut, bien entendu, l'accès au support avec différents types de SLA, hein, c'est pour ça qu'il y a plusieurs prix. Ça donne aussi accès à ce qu'ils appellent la version stable, donc c'est la version la plus testée et qui est celle qui est recommandée d'utiliser en production, hein, donc qui n'est pas tout à fait la même que la version gratuite. Et ça vous donne aussi accès au mécanisme de mise à jour automatique basé justement sur cette version stable. Donc dans un environnement de production, il n'est pas conseillé d'utiliser du Proxmox gratuit. Proxmox gratuit, c'est bien pour faire des labos et pour faire des tests et pour évaluer la solution, par exemple. En production, prenez quand même du support. Deuxièmement, si vous êtes habitué à VMware, il y a certaines choses qui vont peut-être vous manquer. Première chose, on ne peut pas faire de HA avec un cluster à 2 nœuds. Chez Proxmox, le HA, c'est 3 nœuds. D'ailleurs, chez beaucoup beaucoup de solutions hyper convergées, par exemple du Nutanix, c'est 3 nœuds aussi, hein. Donc le HA, 3 nœuds. Petite parenthèse, en Hyper-V, ça fonctionne avec 2 nœuds aussi, comme chez VMware. Il n'y a pas de snapshot, pas de tin provisioning sur un stockage iSCSI. Donc l'approche, la philosophie stockage avec Proxmox est assez différente. C'est pas fait pour fonctionner avec un SAN iSCSI. Ça peut fonctionner avec un SAN iSCSI, mais c'est pas conçu pour fonctionner de cette façon-là. C'est un peu différent, la philosophie en termes de stockage. Vous n'allez pas retrouver l'équivalent du distributed vSwitch, qui est une technologie qui est vraiment très particulière, très propre à VMware. Il n'y a pas d'équilibrage de charge DRS, ça n'existe pas non plus. Pas de GPU partagé, hein, contrairement à VMware historiquement et même à Hyper-V depuis récemment. Il n'y a pas l'équivalent du full tolérance non plus. Un autre aspect évidemment très important, c'est le support des solutions, des fournisseurs tiers. Alors, il n'y a pas beaucoup de fabricants d'ordinateurs, ou de serveurs plutôt, qui supportent officiellement Proxmox. Alors, il y a Lenovo, qui est certainement le plus actif sur ce sujet-là et qui a quasiment certifié toute sa gamme sur Proxmox de serveurs. Et il y a Dell, mais là, ce n'est pas toute la gamme, c'est seulement certains serveurs qui sont certifiés Proxmox. Alors, bien entendu, c'est pas parce qu'un serveur n'est pas certifié qu'il va pas fonctionner. C'est un noyau Linux Ubuntu. Si Ubuntu fonctionne sur votre serveur, Proxmox fonctionnera aussi. Néanmoins, ici, je parle vraiment d'avoir un support du fabricant de votre serveur si vous avez un problème, etc. Voilà, si l'OS n'est pas supporté, il vous dira de tirer votre plan. Tandis que si le serveur est supporté, à ce moment-là, le fabricant pourra vous aider si vous avez un problème. Donc ça, il faut faire attention. Ici, par exemple, on ne va pas retrouver HPE parce que HPE a sa propre solution KVM concurrente entre guillemets de Proxmox. On ne va pas non plus retrouver un Cisco parce que Cisco a sa propre solution d'hyperconvergence également. Donc ça, il faut faire attention avec ce qui concerne le support des fabricants. Et ça inclut aussi le support des éditeurs tiers. Donc, comme je l'ai souligné, et ça c'est très important, Vim supporte Proxmox, donc ça c'est très important, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de votre écosystème VMware habituel va pouvoir fonctionner avec Proxmox. Et je pense notamment des fournisseurs de logiciels pour lesquels donc des logiciels qui sont hébergés sur une infrastructure de virtualisation et pour lesquels l'éditeur fournit directement une VM packagée. Donc on voit beaucoup ça, nous, avec par exemple notre société sœur qui est Sivadis. Leurs applications, ils fournissent simplement un fichier OVA et ils vous disent, voilà, vous n'avez qu'à déployer cette OVA sur votre infrastructure de virtualisation. En général, ils supportent tous VMware et beaucoup Hyper-V. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore énormément de fournisseurs de logiciels qui supportent nativement les hyperviseurs Proxmox ou autres. Donc ça, il faut faire quand même assez attention avec le support des éditeurs tiers.
Voilà, je vais... Hop, il est déjà presque 10 heures. On va accélérer un petit peu. Donc, une petite comparaison rapide. Un petit tableau pour un peu vous aider si vous devez faire un choix. Les fonctionnalités, donc Hyper-V, en tout cas Hyper-V sans SCVMM, hein, je parle, les fonctionnalités sont clairement celles nécessaires et suffisantes pour la plupart des PME, comparé avec VMware qui a toutes les fonctionnalités, et Proxmox qui a des fonctionnalités qui sont complètes, mais parfois qui nécessitent des intégrations avec des outils open source complémentaires. Une petite remarque, attention, 3 nœuds pour avoir du achat avec Proxmox, pas oublier. En termes de facilité de gestion, Hyper-V, c'est ultra simple, surtout si vous connaissez un petit peu le monde Microsoft. Ça va vous sembler très naturel, même sans avoir eu aucune formation, vous allez vous y retrouver très très vite dans Hyper-V. vSphere, bah, tout le monde connaît, c'est relativement facile. Maintenant, peut-être que je ne suis pas objectif parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser VMware que ça me paraît naturel. Mais la plupart des gens ont l'habitude avec VMware. Alors, Proxmox, c'est simple. Vous avez du GUI, vous avez une interface web assez simple pour les fonctions de base. Vous allez quand même assez vite vous retrouver avec la ligne de commande Linux. Donc, pour les gens qui ne sont pas du tout habitués à Linux, ça va quand même être assez vite déroutant. Voilà, autant prévenir. L'écosystème Hyper-V est très étendu. Hein, ça existe depuis 2008, le support est très large. vSphere, c'est le meilleur, bien entendu. Alors, pour Proxmox, l'écosystème, il est surtout open source. Pour l'instant, en tout cas. On voit qu'il y a une progression. Le fait que Vim supporte Proxmox, ça c'est un signal quand même assez fort. Donc on voit que l'écosystème autour de Proxmox évolue très rapidement et probablement que le support va être de plus en plus croissant. En termes de prix, Hyper-V, alors c'est inclus avec Windows Server. Il n'y a personne qui achète Hyper-V en tant que tel. vSphere, bah, voilà, c'est de plus en plus cher. C'était déjà cher, ça l'est de plus en plus. 3600 $ par an, ça veut dire, ça c'est le minimum. Donc, j'en parlais tout à l'heure, c'est 72 cœurs minimum. Et pour la version standard, 50 $. Donc, ça fait 72 fois 50, ça fait 3600 $ par an, c'est le minimum, tant que la version standard existe. Parce que la version Enterprise, c'est 180 ou 190 $. Proxmox, comme j'ai dit, c'est une question de support. Ça varie de 115 à 1000 € par an par socket. Et bien sûr, ça peut aussi être gratuit, mais ce n'est pas recommandé en production. En termes de support des OS hébergés, alors Hyper-V, évidemment, est très très fort pour tout ce qui est OS virtualisé Windows Server. Néanmoins, pas que. C'est quand même important de le souligner. On peut faire tourner du Linux sur de l'Hyper-V, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, il y a une liste un peu restreinte des OS Linux supportés, mais vous allez retrouver les classiques Red Hat, Ubuntu, SUSE, etc. Dans vSphere, spectaculaire vSphere, on peut faire tourner tout et n'importe quoi. Vous pouvez même, j'ai vu du Windows 98 tourner sur du vSphere, donc ça supporte vraiment tout. Enfin, supporte. Ça fonctionne en tout cas. Proxmox, bah forcément, Proxmox, c'est un peu en miroir d'Hyper-V. Hein. Ça supporte très très bien toutes les distributions Linux. Ça supporte aussi les environnements Windows Server. Alors, quels sont pour moi les cas d'usage privilégiés pour ces trois solutions-là? Hyper-V, pour moi, ça convient très très bien aux PME qui ont en majorité des serveurs virtuels Windows. C'est quand même ça. Avec un petit peu de Linux, comme je disais, ce n'est pas impossible, mais une PME avec majoritairement du Microsoft va très très bien s'y retrouver dans un environnement Hyper-V. vSphere s'adresse aux grandes entreprises, je pense que vous l'aviez bien compris, mais ça s'adresse aussi aux entreprises qui ont des exigences particulières en termes de compatibilité et de support avec voilà, des fournisseurs tiers. Et surtout, ça s'adresse à ceux qui ont déjà du VMware et qui ne savent pas en changer facilement. Un dernier cas d'usage possible pour vSphere, c'est quand on utilise des OS legacy, c'est-à-dire des operating systems au sein des machines virtuelles qui ne sont pas supportés par les autres éditeurs. Proxmox s'adresse un peu à tout le monde. Pour moi, le cas d'usage
principal, ça va être plutôt dans le monde PME, et avoir un staff qui soit quand même un petit peu, comment dire, ouvert aux solutions open source. Voilà, ouais, ouais, il est déjà 10 heures. Alors, en guise de conclusion, donc, hein, comme vous l'avez compris, l'offre de solutions en termes de virtualisation, elle s'est considérablement élargie ces derniers mois, ces dernières années. Euh, Vous devez bien entendu être très attentif à mettre en balance le coût du changement avec les bénéfices qui sont attendus à long terme. Forcément, conserver l'hyperviseur actuel, c'est toujours la solution la plus simple, hein, évidemment en termes de ressources. N'oubliez pas, bien entendu, d'évaluer les compétences de vos équipes internes, si vous envisagez un changement, mais également de vos prestataires externes, qui doivent quand même être un minimum, je vais dire, formés aux technologies que vous souhaitez utiliser. Attention donc d'éviter les solutions qui sont trop des solutions de niche, comme du Xen par exemple. S'assurer que vos fournisseurs de logiciels supportent la plateforme que vous choisissez et ne pas oublier d'inclure dans votre réflexion la partie sauvegarde, la partie DR. Et, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'on se concentrait sur les 3 acteurs, c'était parce que ce sont les 3 qui sont supportés par Vim. Ok, on a un petit peu dépassé sur la partie présentation. On va revenir sur les quelques questions qui étaient dans le chat. Alors, question, les VM créées dans VMware ESXi sont-elles exploitables directement dans Hyper-V ou une conversion est nécessaire? Oui, dans les 2 cas, que ce soit pour passer de VMware à Hyper-V ou de VMware à Proxmox d'ailleurs, hein, il y a des outils de conversion qui existent. Alors, c'est pas du live, hein, évidemment, il y a une interruption de service. C'est comme à l'époque quand on passait d'un serveur physique à un serveur virtuel sur VMware. Il y a des outils de conversion qui existent. Mais, voilà, ça implique évidemment une petite interruption de service. L'autre question par rapport à Proxmox, quel est le support du Fiber Channel? Oui, Proxmox supporte le Fiber Channel, les SAN Fiber Channel. Encore une fois, je l'ai vu tourner avec du Fiber Channel. Il ne faut pas avoir trop peur des lignes de commande, hein. Donc, mais oui, ça fonctionne. Oui, je vois que Baya a publié le poll, hein. Si vous avez une petite minute pour répondre au petit sondage, c'est aussi pour nous permettre d'améliorer ce format des coffee calls. Quel avenir pour votre C-Cloud? Ah, c'est pas le sujet du jour, évidemment, mais le C-Cloud vit ses dernières heures. Je pense qu'on avait déjà communiqué sur ce sujet à nos clients. C-Cloud était basé effectivement sur VMware. Mais C-Cloud se termine non pas à cause des changements qu'il y a eu chez VMware, mais simplement parce qu'avec le rapprochement avec NRB, on a décidé de ne faire qu'une seule plateforme avec Win, qui est notre société sœur. Et donc, tout ce qui est C-Cloud deviendra la plateforme Win Agilis. Alors, pour la petite histoire, la plateforme Win Agilis, qu'on va utiliser aussi donc, pour nos clients, elle tourne sur VMware et il n'est pas prévu de changer ça. Notre plateforme cloud commune Win Computerland, qui s'appelle Agilis, tourne sous VMware et ça ne va a priori pas changer. Voilà. Si vous voulez poser une question de vive voix, n'hésitez pas, vous pouvez simplement ouvrir le micro et me la poser, ou dans le chat, c'est comme vous préférez. Donc je suis désolé, on a un peu débordé. Ce serait peut-être aussi intéressant, hein, si vous avez un réel intérêt pour l'une ou l'autre solution, par exemple, voilà, vous êtes très intéressé d'en savoir plus sur Hyper-V, on pourrait soit refaire un coffee call avec uniquement Hyper-V ou faire une démonstration du fonctionnement, soit si vous avez vraiment un projet concret, il ne faut pas non plus hésiter à revenir vers nous et on peut étudier votre cas spécifique si vous le souhaitez. Il y a une question que personne n'a posée
et que je pensais pourtant qui allait arriver, c'est quid du positionnement de Computerland vis-à-vis des fournisseurs. Alors, Computerland reste actuellement un partenaire VMware. Donc, on continue à proposer, bien entendu, la technologie VMware. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, hein. C'est la technologie qui est présente chez 90% de nos clients. Donc, on va continuer à investir et à proposer cette plateforme-là. Euh, on est une boîte orientée Microsoft, ça ne vous aura pas échappé. Donc, on a décidé d'investir beaucoup plus la partie Hyper-V. Pour l'instant, vu que les solutions VMware étaient objectivement meilleures, on ne s'est jamais beaucoup tracassé d'investir dans Hyper-V. Aujourd'hui, déjà, Hyper-V comble son retard technologique en proposant des fonctionnalités qui étaient très attendues. Et puis, voilà, VMware a clairement envoyé un message en disant qu'il ne voulait plus des PME. Donc, on va, nous, en premier lieu, en priorité, investir de nouveau et proposer de l'Hyper-V à nos clients. Quant à la question de Proxmox, est-ce qu'on va proposer du Proxmox? On reste très attentif aux solutions qui sont proposées sur le marché, que ce soit Proxmox, que ce soit Nutanix, que ce soit du SimpliVity, etc. On reste bien entendu très attentif. Je pense que s'il y a, pour l'instant, on n'a pas, comment dire, détecté qu'il y avait une demande suffisante sur le marché pour des solutions open source type Proxmox. Maintenant, si vous avez un projet concret et qu'on voit qu'il y a de la demande réellement sur ces solutions de virtualisation open source, on réévaluera nos positions et on fera, si ça en vaut la peine, on fera les investissements aussi pour ces technologies. Voilà. Hop, je regarde, il n'y avait pas d'autres questions. Benjamin, merci Benjamin. À bientôt. Ok, si personne n'a d'autres questions, alors il me reste juste à vous remercier d'avoir assisté à ce coffee call et de vous rappeler donc hein, que si vous avez un projet concret sur l'un ou l'autre voilà, technologie de virtualisation, il ne faut surtout pas hésiter. On peut refaire voilà, un one-to-one avec ceux qui sont intéressés. Hmm.